écoutez, je voudrais donner une définition de ce qu'on entend par custom à Vanuatu, qui vient évidemment de l'anglais custom, mais qui a un sens beaucoup plus large. On entend deux choses sous ce vocable. On y entend à la fois des traditions traditionnelles et des traditions traditionnalistes. Pour les premières, considérons que c'est une vision du monde, une condition humaine dans ses liens aux ancêtres, au surnaturel, une ontologie, comme dirait Descola, mais dans laquelle la cosmogénèse prime, dans la cosmogénèse prime une métaphysique de l'antériorité. Dieu a créé le monde, il crée les ancêtres, ils sont la coutume, et ils vont l'imposer aux humains. Dans l'île de Tanna, dont je vais également parler, là où j'ai passé le plus clair de mon temps à faire des enquêtes depuis plus de 25 ans, coutume, il n'y a pas d'équivalent de custom. On pourrait dire Nauta. Nauta, c'est le lieu d'abondance, le lieu où croît l'abondance. La tradition traditionnaliste, qui est y compris exprimée en termes de custom, c'est autre chose, c'est du traditionnalisme, c'est une conception occidentale de la tradition, c'est un discours idéologique sur la politique de l'identité qui, sous couvert de normalisation de la coutume, aboutit à sa destruction. Accessoirement, cette partie-là de la coutume est aussi une source de droit. Alors, lorsque Vanuatu devient indépendant en juillet 1980, qu'elle succède au condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, sa constitution mentionne explicitement qu'elle se fonde sur le respect à la fois des valeurs mélanésiennes, autrement dit la custom, et des principes chrétiens. L'objectif prioritaire pour les autorités est alors de restituer les terres à ceux d'entre ces citoyens qui en avaient été spoliés au cours de la période coloniale, et de garantir à tous les citoyens dits indigènes des droits fonciers collectifs. 40 ans plus tard, la réforme foncière se poursuit inlassablement avec quasiment aucun succès, d'où ces rebonds permanents. La principale cause de cet échec découle d'une volonté de rattacher l'ensemble des terres du pays à des groupes sociaux ou à leurs représentants qualifiés de propriétaires coutumiers. Or, dans les conceptions traditionnelles, encore très présentes, l'accès aux terres n'était ni pensé en termes de propriété, ni d'appartenance coutumière. La conséquence en fut donc une multitude et interminable suite de conflits fonciers, de procès, d'attributions arbitraires des terres. Donc, un élément essentiel sur un plan démographique à retenir par rapport à cette question des terres à Vanuatu, à l'indépendance, en 1980, on a 70 000 habitants qui peuplent 40 îles et îlots habités. 40 ans plus tard, nous sommes à 300 000 habitants, dont près du tiers vit dans les deux zones urbaines du pays. Dans l'île de Tanna, qui est la troisième plus peuplée du pays, la population, depuis les années 60, a été multipliée par 10. Donc la pression est énorme. Or, considérant les questions d'anthropologie dans ce pays, les Nouvelles-Hébrides, Vanuatu, ont été un haut lieu de l'anthropologie. Des noms célèbres y ont émergé. Simplement, la question foncière a été totalement ignorée. Pour la simple raison que les ethnologues y menaient une anthropologie du sauvetage. Ces gens étaient voués à disparaître. Quand ils n'allaient pas disparaître physiquement, et ils étaient voués à se convertir au christianisme. Et donc, ce qui était important étaient les questions d'identité culturelle, de préservation, du souvenir de leur existence et de leur identité culturelle. La question des terres n'avait que peu d'intérêt puisqu'ils allaient disparaître et que de toute façon, les terres étaient gérées par l'État colonial
et au mieux, la population locale pouvait espérer obtenir le statut de réserve indigène qui donc conférait une protection minimale. Donc rapidement sur l'accaparement des terres au temps des Nouvelles Hébrides. L'histoire des Nouvelles Hébrides se confond avec l'aliénation des terres. Mais là encore, on se fichait pas mal de l'identité des groupes qui les occupaient. Seul comptait dans le système Torrens, dont on vient de parler, l'enregistrement des terres et donc l'identification des vendeurs. La légitimité coutumière du vendeur importait peu. L'établissement d'un cadastre à cette époque-là fut rendu possible par la création d'un tribunal mixte, mais elle ne concernait que les terres aliénées. La superficie de ces terres aliénées, en 1980, au moment de l'indépendance, était de 20%. Dans les années 70 émerge un parti nationaliste qui se structure justement autour des questions de citoyenneté et de revendications foncières. Dans la perspective d'une édification nationale, l'importance aux politiques de l'identité vient alors faire écho aux volontés d'indigénisation de la terre, allant parfois jusqu'à confondre les deux perspectives. Les terres indigènes devaient être restituées non pas tant pour leur valeur marchande, mais en tant que source d'identité pour tout citoyen ni Vanuatu indigène. Pour un des pères de l'indépendance, toutes les activités d'un homme tournent autour de sa terre. Sa terre lui est aussi chère que ses propres enfants. Un autre surenchérissait dans la métaphore filiale, la terre est pour un Vanuatu ce qu'une mère est pour son bébé. Ce rapport émotionnel d'une intensité comparable au lien entre un enfant et ses parents visait à distinguer la vision qu'un Vanuatu aurait de son environnement de l'idée que se font les Occidentaux de la terre en réduisant sa valeur à un bien marchand. Aujourd'hui, plus de 10% des terres ont de nouveau été accaparées par des dits investisseurs étrangers. Ces terres concernent pour beaucoup les littoraux. Voici pour effater en marron la part des terres qui ont été de nouveau aliénées. Voilà pour la plus grande île de l'archipel Santo, ce que ça donne. Et ces 10% qui ont été de nouveau aliénés, en valeur, représentent évidemment bien plus que les 20% de terres aliénées au moment de la colonisation. Donc que les hommes appartiennent à la terre et non l'inverse est une formule qui fit date dans la rhétorique nationaliste, mais qui fut de peu d'utilité. Dès les débuts de la réforme foncière, les questions de propriété devinrent étroitement associées au statut de citoyenneté. De facto, la population du pays se trouvait répartie en 3 catégories. Des citoyens dits indigènes et propriétaires coutumiers, des citoyens indigènes ne disposant pas ou plus de terres. Donc, ah, pardon. Ah oui, il faut que j'utilise... par là. Voilà pour Effaté. Voilà pour l'île d'Effaté. En marron, donc, les terres aliénées. Et voilà pour la plus grande île de l'archipel, Santo, pareil, en marron, les terres aliénées. Donc des citoyens dits indigènes, propriétaires coutumiers, des citoyens indigènes ne disposant pas ou plus de terres, et des citoyens non indigènes, dont les anciens colons, disposant de vastes superficies de terre, devenues publiques ou coutumières, à moins d'en avoir renégocié l'usage sous la forme d'un bail d'une durée théorique maximale de 75 ans. Donc dans les faits, ne furent restituées que la moitié des 20% de terres aliénées, enregistrées et cadastrées. L'autre moitié, 10% des terres, devint des terres publiques, dont la majeure partie se concentrait dans les 2 agglomérations urbaines, Port-Vila et Luganville. Ces terres publiques sont réputées pour être une intarissable source de corruption. Au total, près de 90% des terres auraient dû trouver leurs propriétaires coutumiers légitimes, mais des subdivisions de vastes plantations de l'ère coloniale dans les îles du centre furent attribuées par le jeu de réseaux clientélaires à d'anciens cadres politiques reconvertis en maîtres de la manipulation des traditions, notamment aux endroits où les populations locales avaient été décimées.
C'est ajouté à la difficulté généralisée à normer les conditions d'attribution d'une propriété coutumière l'absence flagrante de toute alternative juridique permettant d'échapper au modèle Torrens, seul système d'enregistrement des terres légalement reconnu, garanti par l'État comme l'unique cadre juridique fiable d'une propriété foncière effective. Ainsi, paradoxalement, toute terre déjà enregistrée par le tribunal mixte du condominium, qui se voit restituée à ses propriétaires coutumiers reconnus, demeure dans le registre des terres privées, des terres commercialisables non coutumières. Reconnaître la propriété coutumière, c'est retirer la qualité coutumière de la terre. De même, les occupants dits indigènes des terres coutumières ne se voient reconnaître par la loi leur qualité de propriétaires coutumiers qu'en cas de conflit avec d'autres prétendants propriétaires. La reconnaissance de leurs droits de propriété coutumiers les oblige là encore à cadastrer, enregistrer ces terres contestées et à leur faire perdre leur statut de terre coutumière. Accorder un bail ou poser une hypothèque sur sa terre coutumière aboutit au même résultat. Les terres passent alors sous le contrôle des tribunaux et de l'État et ne sont plus régies par les usages de la coutume. En somme, la masse indistincte des terres coutumières sont des surfaces agraires réparties selon des usages sociaux très diversifiés, supposées être détenues collectivement selon des principes garantis par des autorités coutumières qui doivent elles-mêmes démontrer leur légitimité. Une situation qui donc ne se prête guère au pluralisme juridique. Poursuivons notre interrogation quant aux sources possibles de la validation d'une légitimité coutumière, de l'usage donné de la tradition orale et des acteurs ou agents de la production de données ethnographiques. Je prendrai donc le cas de l'île de Tanna. À Tanna, à Tanna, la restitution des terres s'est posée de manière purement formelle, puisque l'aliénation collective effective de terres demeurait très marginale. Aujourd'hui, là, pareil, on voit en marron les terres aliénées actuellement à Tanna. La tenure foncière à Tanna connaît un taux minimal de baux, lesquels concentrent pour l'essentiel des sites accueillant des équipements collectifs ou administratifs, des églises, et pour le secteur privé, des installations touristiques. La mauvaise réputation prêtée aux gens de Tanna contribue aussi à dissuader toute tentative d'aliénation de leurs terres par de nouveaux venus. Des investisseurs étrangers, souvent dans le domaine du tourisme, se retrouvent accusés d'outrepasser les règles coutumières en cours de sérieuses menaces. Parfois, ils sont simplement chassés de l'île sans aucun ménagement ni dédommagement pour la destruction de leurs biens, sans que les autorités ne puissent y faire quoi que ce soit. Et ce, aux grandes dames d'investisseurs potentiels, peu rassurés par la multiplication de ce type d'affaires. Ces 20 dernières années, les convoitises grandissantes suscitées par les terres ont surtout conduit à attiser à Tanna les conflits entre natifs de l'île. Qu'ils opposent des groupes, des organisations, des individus qui s'en réclament, les points sur lesquels se focalisent les différends se réfèrent toujours et encore, dans la plupart des cas, des situations et des règles antérieures à celles introduites par la colonisation. D'anciennes pratiques coutumières restent en vigueur pour régler des problèmes fonciers à Tanna, même lorsque les enjeux actuels de ces conflits portent sur des enjeux financiers. Les principaux acteurs dans ces règlements de ces conflits sont les tribunaux fonciers. Des juges en provenance d'autres îles, supposés neutres et le plus souvent parfaitement ignorants de la coutume de Tanna, viennent épisodiquement. Les parties doivent présenter leurs propres preuves ethnographiques et plus rarement historiques de leur statut de propriétaire. L'exposé des faits y prend invariablement la même tournure. Les parties s'y réclament systématiquement de la descendance de deux jumeaux mythiques dont les terres proviennent du corps de l'ogre Semo, après que celui-ci ait été tué et dépecé. On y évoque les pierres de magie agraire héritées des héros culturels Motiktiki ou Tangalua, conservées à proximité des places cérémonielles. On y énumère les groupes qui sont venus danser sur ces places lors de grands cycles cérémoniels connus sous le nom de Nekoyar. Certains mentionnent des échanges entre leurs ancêtres et le capitaine Cook, il y a 250 ans, ou des déplacements forcés suite à des guerres encore plus anciennes. À l'issue de ces procès, il arrive que des insulaires ayant migré depuis les esclaves polynésiennes qui bordent Tanna, à savoir Aniwa et Futuna au sud de la Grande Île, se voient sommés de rendre leurs terres, mal acquises depuis le XVe siècle, de retourner chez eux, à Tonga ou Samoa. Lors de ces procès, c'est surtout la performance orale des parties, leur talent oratoire pour exposer leur argumentaire ethnographique qui emporte la conviction du juge.
et l'amène à convertir un cadastre mythique en des titres de propriété. L'extrême méfiance des gens de Tana envers ces tribunaux, leur grande ignorance du système judiciaire légal, le coût financier dissuasif d'y avoir recours, et dont les décisions ne pourront de toute façon pas être garanties dans la pratique, tout cela concourt au constat d'un échec persistant de la justice à identifier des propriétaires coutumiers. Aujourd'hui, les choses se tendent de la part des bailleurs de fonds de Vanuatu, qui est donc un des pays les plus aidés de la planète. L'Australie, tout particulièrement, avec l'aide de la Banque asiatique de développement, dont Serge aussi vient de parler, parle toujours de la même chose, pousse très fort depuis une quinzaine d'années pour harmoniser ces questions de terre, sans lesquelles il menace de renoncer à leur aide. Donc les programmes d'aide au développement, qui sont en fait des programmes de mise en valeur, de développement, de mise en valeur économique des terres, ont des noms toujours plus évocateurs: Justice for the Poor, Making Land Work, Mama Ground, Custom Governance. Donc ces programmes sont copilotés de très près par l'Australie, associés à des bureaux d'études qui sont eux-mêmes des filiales de grands groupes industriels, dont miniers ou des activités de ce genre de secteur. Donc ces programmes développent aujourd'hui une anthropologie qu'on pourrait qualifier de sauvage. Ils produisent leur propre ethnographie et leur propre interprétation anthropologique de ce qu'on doit comprendre par rapport à ce qui devrait être le bien des habitants, une volonté de les aider à mettre en valeur leurs terres. Donc le programme Custom Governance, lui, s'est montré particulièrement inventif, puisqu'on sait qu'à Tana, les gens sont très réticents à ce genre d'opération, que les chefs coutumiers n'ont absolument aucun pouvoir. On a parlé de Tana comme une société très atomiste, avec de la structure. D'anciens anthropologues qui ont travaillé en Afrique auraient parlé d'anarchie organisée. Donc, on leur a suggéré de produire eux-mêmes, de codifier eux-mêmes leurs coutumes, notamment en matière foncière. Donc, comment dire, voilà une carte dessinée par Joël Bonnemaison à l'époque, qui montre des territoires tribaux. Bon. Or, il se trouve que un des professeurs de Guillard et un de ses prédécesseurs, de Bonnemaison, et un de ses prédécesseurs, Jean Guillard, récemment décédé, a contesté cette carte. Je vous donne la citation de Jean Guillard sur ces questions. Le discours sur l'identité culturelle et ses valeurs nous ramène invariablement à la tenure foncière, qui est un des facteurs actuels les plus discutés au niveau officiel et souvent si peu informés d'une manœuvre venant des milieux du business, rêvant de nouvelles formes d'accaparement des terres au moment même où ces mêmes terres connaissent une forte pression exercée par une population grandissante. Le changement de régime foncier comme condition préalable au développement est un thème constant pour les experts extérieurs qui agissent ici de la manière la plus dangereuse. En fait, tous ceux qui tentent d'insister sur la nécessité de cette condition préalable au développement économique jouent avec le feu. Alors, il se trouve que, donc, par la suite, Bonnemaison a produit cette carte, contestée par tous les spécialistes qui ont suivi, dont Lamont Lindström, moi-même, par rapport à une société qui est une société de réseau et où il n'y a pas de territoire coutumier ou de groupe coutumier qui occuperait tel ou tel territoire. Ce qui est important est le réseau, les routes d'échange qui permettent de relier tel groupe à tel autre groupe et sa circulation au sein de l'île, mais en aucun cas son occupation foncière. Donc,
Ce qui s'est produit, c'est que finalement, les gens de Tana ont fini par se laisser convaincre. Des centaines de dignitaires coutumiers se sont réunis et finalement ont produit une carte qui reproduit exactement celle. Alors, ça, c'est la carte du Conseil des chefs qui avait déjà été inspirée par celle de Bonne Maison. On a d'abord décomposé les choses en aires coutumières. Et dans ces aires coutumières, voilà pour l'aire du Sud, décomposées en 3 parties administratives. Donc je veux dire, les gens de Tana ont finalement joué le jeu et se sont appuyés sur des données anthropologiques qui ont été considérées comme erronées et fallacieuses. Mais aujourd'hui, les gens, ça les arrange pour des raisons, pour des rêves financiers, je dirais. Et si vous voulez, par ailleurs, pour des conflits internes, dans la mesure où l'aire du Sud a une pression démographique forte, et en montrant l'exemple ainsi de territoires coutumiers très structurés, leur permettent de gagner un pouvoir aussi sur le reste de l'île. Donc, je passerai à la conclusion pour dire ceci. J'ai participé un jour à des journées d'études sur ces questions de terre. Enfin, très, très régulièrement, on organise des journées d'études là-dessus au Centre culturel de Vanuatu. Bon. Et un parterre de femmes disait que le problème était donc les femmes n'avaient pas assez de choses à dire sur la gestion des terres et que ça amenait tous les problèmes. Donc les hommes ont répondu que voilà, la coutume c'était que les hommes s'occupaient de la gestion des terres et que ça ne regardait en rien les femmes. Les chefs s'y ont mis pour dire mais non, c'est les chefs qui doivent s'occuper de tout ça, les hommes du commun n'ont rien à voir dans tout ça. Jusqu'à ce que le directeur du centre culturel rappelle à tout le monde que l'enjeu n'était pas de savoir qui décidait sur les terres, mais comment on allait nourrir chaque enfant de ce pays. Bon. Donc, en fait, dans une île comme Tana, la seule perspective possible dans l'avenir est d'interdire simplement la vente des terres. La terre n'y appartient qu'aux ancêtres. L'utilisation de la terre doit y servir à nourrir tous les enfants. Et comment donc la propriété foncière n'y est pas encore établie. Les gens ne suivent pas la propriété foncière. Donc, le plus simple, c'est de ne même pas la laisser s'installer et de maintenir un droit d'accès à la terre qui consiste simplement à se nourrir, à se loger et à garantir à ses enfants les mêmes droits et à perpétuer le devoir pour la communauté d'aider à chacun d'y parvenir. Je me fais là le porte-parole des gens de Tana qui vous dirait absolument exactement la même chose. Ceci dit, juste pour mettre un petit bémol sur un propos qui pourrait être un petit peu idéaliste, les gens de Tana aujourd'hui sont très forts pour affirmer leur position. Ils sont en train de prendre la direction du gouvernement de l'État. De un ministre il y a 20 ans, aujourd'hui ils ont la moitié du gouvernement. Et eux, aujourd'hui, rachètent les terres dans d'autres îles. Voilà. Voilà.